Donc, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce cinquième temps de colloque Santé mentale, parlez-en à votre réseau. Cette séance a été intitulée Des réseaux aux réseaux ressources. Elle s'articule autour d'un travail d'exploration que nous avons mené en 2019 et qui nous a notamment servi d'inspiration pour la thématique de ce colloque. Pour en parler, Aboubakry Tamboura, chargé d'études au CEAPSI, nous présentera le travail qui a été réalisé et les outils qui en découlent. Un premier binôme composé de Sonia Ben-Siman, directrice de la Maison d'Edma, association LALV, et présidente d'ARCAM, qui est accompagnée d'Olivier, résident du foyer de vie La Maison d'Edma. Ils vont nous parler d'une initiative très intéressante qui est la création d'une cafétéria thérapeutique animée par des usagers au sein d'un hôpital. Le second binôme est composé d'un duo de professionnels du dispositif AlphaPsy, Frédéric Zimmer, directrice d'AlphaPsy, et Elisabeth Damiani, formatrice pair en santé mentale et en addictologie chez AlphaPsy. Elles nous parleront de leurs dispositifs qui intègrent la pair-aidance dans ses pratiques par l'inclusion de formateurs pairs. Je vais passer la parole à Aboubakry Tamboura qui va nous parler de ses travaux. Merci Carmen. Bonjour à nos conférenciers, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, je vais partager mon support de présentation. Voilà, nickel. Donc des réseaux aux réseaux ressources. Alors quelques mots. Alors moi je suis Aboubakry Tamboura, donc chargé d'études au CEAPSI, et j'anime ce qu'on appelle ici la fonction observatoire. Alors je vais vous dire quelques mots sur cette fonction observatoire. Alors, la fonction observatoire a été créée au CEAPSI fin 2018, donc c'est pas une fonction qui est historique ici au CEAPSI. Elle est née en fait du positionnement du CEAPSI qui croise une pluralité d'acteurs et de contextes. Et l'idée, c'était de profiter de ce positionnement. On en a parlé ce matin, notamment auprès de professionnels, d'usagers, mais aussi des proches, pour produire de la connaissance. Donc, elle s'articule autour de deux volets principaux. Un volet qu'on va dire plutôt analytique, qui va consister à réaliser des explorations, en fait des enquêtes, pour explorer certaines thématiques et puis aider au positionnement du CEAPSI en fonction des constats qu'on aura pu faire. Et un volet qui porte plutôt sur le repérage, l'identification des pratiques qu'on va trouver inspirantes, innovantes, portées par des acteurs en Île-de-France, et éventuellement proposer des outils qui permettent de répondre aux problématiques identifiées. Alors, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la couverture de notre revue qui s'intitule Lab, le premier numéro en particulier, qui portait sur les freins et ressources des acteurs de l'accompagnement en santé mentale. Donc il est disponible, il est consultable sur le site internet du CEAPSI, donc n'hésitez pas à l'issue de ce colloque à le consulter, et c'est de ces travaux dont je vais parler maintenant. Alors, pour vous resituer un peu le contexte de notre travail d'exploration, donc l'objectif était de réaliser un état des lieux des besoins des acteurs pour orienter donc l'action du CEAPSI. Et pour ce faire, on a diffusé un questionnaire aux professionnels, tout simplement pour voir quelles étaient leurs difficultés au quotidien dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de souffrance psychique. Je rajouterais qu'on avait un autre enjeu qui était un enjeu, on va dire, plutôt d'habituer les interlocuteurs du CEAPSI à interagir avec le centre ressources sur le format de l'enquête, ce qui n'est pas forcément simple, et parce que on considère que ne serait-ce que participer à une enquête, de répondre à un questionnaire, c'est déjà une action de réseau. Et donc c'était un enjeu également pour nous, d'autant plus que la fonction observatoire n'était pas forcément connue de nos partenaires. Alors, je vous présente le profil des répondants au questionnaire. Donc ça, je pense que c'est une donnée qui va être intéressante dans la mesure où elle permet d'illustrer le contexte d'activité du CEAPSI. Je parlais d'un centre ressources qui croise une pluralité d'acteurs. Quand on regarde les données, notamment au niveau du secteur d'activité, on se rend compte que les trois secteurs dont on parlait ce matin, à savoir le médico-social, le sanitaire et le social, sont représentés. On voit évidemment que le médico-social est plus représenté que les autres. Ça s'explique notamment par un ancrage historique du CEAPSI dans le médico-social qui est plus prononcé que dans d'autres secteurs. Enfin,
Ce qui concerne les départements, alors on intervient sur toute la région Île-de-France et les réponses au questionnaire montrent bien cette échelle régionale dans la mesure où tous les départements sont représentés. Là aussi, on voit des distinctions en termes de représentation avec la ville de Paris, le 77 et le 94 qui sont davantage représentés et en fait ça correspond aux départements qui interagissent le plus au quotidien avec le CEAPSI, donc là aussi il y a une explication à cette surreprésentation. Enfin, sur la question des métiers, alors on a eu beaucoup de plaisir à découvrir que parmi les répondants, il y avait effectivement beaucoup de métiers assez divers, que ce soit les professionnels du soin, les dirigeants de structures, les travailleurs sociaux, les responsables de services, donc tous les niveaux hiérarchiques, toute culture professionnelle. Et donc je pense que si on met la focale sur le profil des répondants, on voit bien que tous ces acteurs sont légitimes à solliciter le CEAPSI, à être en contact avec le CEAPSI, et ça explique aussi pourquoi on a besoin de développer au centre ressources des outils et des interactions spécifiques qui vont parler à l'ensemble de ces acteurs. Alors, dans le questionnaire, il y avait une question qui portait sur les freins principaux que les acteurs rencontraient, et il s'agissait de répondre spontanément à cette question, et donc le résultat le plus probant était le fait que 65% des répondants, sur 110 répondants, nous répondaient qu'ils avaient du mal à mettre en place des partenariats et à trouver des ressources au niveau local. Donc nous, on a traduit, on va dire, ces besoins autour du vocable de réseau. Et évidemment, il y avait d'autres freins qui étaient identifiés, donc notamment le défaut de formation, le manque de formation, la question financière, l'organisation interne des dispositifs. D'ailleurs, sur la question des finances, c'est assez intéressant parce qu'on a l'habitude d'entendre parler de la litanie des ressources financières, mais on voit pourtant qu'elle n'est pas forcément, la part de réponse n'est pas forcément importante sur la question des finances. C'est donc que le réseau reste le besoin premier des professionnels, en tout cas des répondants à notre questionnaire. Alors, derrière cette donnée, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en regard du coup ce chiffre avec les discours des répondants. Et ce qui est intéressant pour nous au CEAPSI, c'est de se rendre compte que derrière la question du réseau, il y a plusieurs dimensions qui sont représentées. Alors la première dimension, qui est une dimension, on va dire plutôt de l'ordre de la collaboration, ça veut dire mettre en place un réseau d'acteurs, concrètement, repérer des partenaires, les rencontrer, initier un dialogue. Donc ça, c'est vraiment une idée de s'acculturer à cet échange entre les professionnels. Il y a une dimension de décloisonnement. Là, on s'appuie sur les discours autour du dialogue avec le secteur psychiatrique, qui était assez intéressant parce qu'on a l'habitude d'entendre la difficulté d'accès au secteur psychiatrique, mais c'est aussi, je pense, intéressant de mettre en lumière le fait que les acteurs du soin ont aussi des difficultés parfois à trouver des relais dans d'autres secteurs, donc ça, je pense que c'est important. Et je parlais d'acculturation tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de professionnels d'autres secteurs qu'on ne connaît pas forcément. Et enfin, la dernière dimension, c'est une dimension qui serait plutôt de l'ordre de la communication, dans la mesure où c'est moins la pénurie d'un point de vue quantitatif, la pénurie de ressources et de partenaires qui était citée par les répondants, que le fait de pouvoir les connaître, les partenaires qui sont à proximité, et bien sûr s'informer sur les contours de leur mission. Donc là, on parle plutôt de la lisibilité et la visibilité des dispositifs. Donc c'est des constats qui, nous, au CEAPSI, nous ont beaucoup interpellés. On s'est demandé, en tant que centre ressources, comment est-ce que l'on pourrait aider nos partenaires à répondre à ces besoins, tout simplement. Comment favoriser le lien, renforcer la visibilité. C'est des questions qui nous ont vraiment beaucoup interpellés. Et on a commencé à réfléchir à des outils qui pourraient éventuellement leur servir. Et c'est ainsi qu'est né l'outil que vous voyez, donc qui s'intitule le recueil des pratiques partagées,
qui s'est créé dans un second temps. Alors le premier temps, c'était celui du questionnaire, donc le second temps, c'était vraiment une série d'entretiens avec des répondants qui annonçaient des pratiques inspirantes, et l'idée, c'était vraiment de parler avec eux de ces pratiques-là, d'essayer de les synthétiser, de comprendre la philosophie qu'il y avait derrière chaque pratique. Alors il y a des pratiques assez diverses, certaines qui portent sur l'empowerment des publics, ça peut être aussi le décloisonnement des pratiques, ça peut être aussi des pratiques en termes d'organisation interne, donc c'est assez varié. Et l'idée, c'est vraiment de les aider et de co-construire ensemble ce recueil de pratiques pour qu'ils comprennent en fait un ensemble de pratiques utilisables par leurs pairs qui sont aussi confrontés à des enjeux similaires. Donc ça implique un repérage de ces pratiques dans la région Île-de-France, un partage méthodologique, un échange de pratiques entre les acteurs, et ces fiches pratiques peuvent également être des leviers de valorisation dans la mesure où ça peut être aussi des outils de communication au service des partenaires. Donc voilà, ça fait le lien avec la suite de notre déroulé. Aboubakri, je me permets d'intervenir, donc les spectateurs ne me voient pas, juste pour préciser aux gens qui nous regardent que tous les outils que tu viens de présenter sont consultables sur notre site internet Tout à fait. www.ceapsi-idf.org. Vraiment, on peut télécharger ces documents, on peut les consulter. Voilà, je disparais à nouveau. Je te remercie, Nicolas, de préciser, effectivement, donc disponible sur le site internet. Je disais, ça faisait la transition avec la suite de notre table ronde, dans la mesure où les deux binômes qu'on a invités aujourd'hui à participer à ce colloque sont des professionnels qui avaient répondu à notre invitation à une rencontre pour échanger autour de leurs pratiques et qui vont nous parler un peu des contextes qui sont les leurs. Alors, je vais me tourner du coup vers nos amis de l'ALV, Sonia Ben-Slimane et Olivier, qui vont nous parler de leur initiative, donc, qui est le GM Café. Alors, Madame Ben-Slimane, est-ce que... Ah, je crois que c'est bon. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, bonjour. Ça fonctionne. Je disais donc que vous allez nous parler de votre initiative, le GM Café. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler de la maison d'Edma et de l'association Arkham? Alors, la maison d'Edma est un foyer de vie qui accueille des personnes en situation de handicap psychique. On est une petite structure, on accueille 19 résidents. C'est un lieu qui est ouvert sur l'extérieur, situé proche de centre-ville. La philosophie du foyer, c'est de permettre aux personnes de pratiquer des activités en dehors de la structure et que tout ne soit pas pratiqué au sein de l'établissement. Et voilà, donc ouvert. L'idée d'Arkham, en fait, est venue en 2007. Parce qu'on avait des résidents qui se plaignaient de ne pas pouvoir rencontrer des personnes sans avoir cette étiquette de personnes fragiles, de personnes malades, et ne sachant pas comment les rencontrer, nous est venue l'idée de se dire, tiens, pourquoi pas créer une association où on organiserait des vernissages, des concerts, et par le biais d'événements, utiliser les événements pour inviter des gens de l'extérieur et faciliter les rencontres, en fait. Donc, on a eu, au début, ce n'était pas forcément évident parce que quand les premières invitations ont été faites, et c'était même avant d'être Arkham, d'avoir créé l'association, on a invité en tant que maison d'Edma, et finalement, n'ont pas osé venir. Ça a été encore le cercle fermé des partenaires qui nous connaissaient déjà, voilà, les gens ne sont pas venus si facilement au sein d'un foyer. Et quand on a créé l'association, en fait, on a eu une autre place. Donc, dans nos invitations, on mettait la maison d'Edma et Arkham. Et même au niveau de la ville, en fait, on a été identifiés différemment, mais comme une association qui propose des événements, et ça a été beaucoup plus facilitateur, j'ai envie de dire, parce qu'ils nous ont aidés aussi à créer un réseau qui sortait du réseau de la psychiatrie pure, en fait. On a eu des voisins qui se sont lancés.
On a participé à des événements avec d'autres associations de la ville de Massy. Donc voilà. Et le fait d'avoir créé cette association, petit à petit, ça a permis d'avoir un autre cercle et des gens qui étaient intéressés par la peinture et qui a permis du coup aux résidents, enfin ce qui a permis aux résidents de connaître, d'avoir des échanges autres en fait, et de se présenter différemment aussi. De ne pas toujours se présenter, je suis résident de la Maison d'Elma, mais je suis bénévole à Arkham, je suis membre actif, et il y avait, ça a facilité les échanges. D'accord. Merci. Voilà au niveau d'Arkham, donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on existe. Et du coup, le lien avec le GM Café? Avec le GM Café, alors ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital psychiatrique donc, de Bures-sur-Yvette a demandé à ce que, au départ, si l'ALV était OK pour gérer une cafétéria au sein de l'hôpital. Et l'ancien directeur général a proposé à Arkham, tiens, pourquoi pas? Est-ce que ça vous intéresserait pas de gérer cette cafétéria et de voir comment les choses peuvent se goupiller, entre guillemets, entre l'hôpital et l'association et le médico-social. Ce qui fait qu'on a créé un comité de pilotage, et dans le comité de pilotage, il y a, qui existe toujours, des membres de la direction de l'hôpital psychiatrique, membres de l'UNAFAM, un administrateur de l'ALV, et du personnel d'Arkham, en fait. Enfin, du personnel des bénévoles d'Arkham et donc du personnel de la Maison d'Elma. Toute la difficulté, c'est que dans les membres d'Arkham, il y a aussi du personnel d'Elma qui interviennent en tant que bénévoles, mais aussi en tant que salariés. Je ne sais pas si je suis claire. Si, du coup, il y a parfois une double casquette entre la Maison d'Elma et Arkham. C'est ça, il y a parfois double casquette. Et c'est lors de ce comité de pilotage qui s'est réuni pendant plusieurs années, parce qu'il a fallu quand même presque 4 ans pour avoir un financement, puisqu'il faut savoir que l'espace était créé au sein de l'hôpital, mais ce n'était pas un espace qui ressemblait à une cafétéria, mais plutôt un lieu d'accueil. Enfin, c'était pas très... Ça ne représentait pas une cafétéria. Et donc, du coup, on a mis 4 ans pour créer tous ensemble ce projet et le présenter et chercher des financeurs. Et puis, par la suite, une fois que le financement une fois que nous avions trouvé des financeurs, il a fallu penser l'organisation de la cafétéria, d'une part au niveau de la Maison d'Elma, puisque l'idée c'était que la cafétéria soit gérée par des résidents de la Maison d'Elma, mais pas que. Voilà. Et puis, donc il fallait prendre ça en compte. En même temps, comment travailler avec l'hôpital psychiatrique où nous n'avons pas forcément la même culture. Justement, j'allais vous poser la question là-dessus, sur... voilà, comment est-ce que vous avez, je parlais tout à l'heure de l'accès au secteur psychiatrique, la collaboration qui est parfois difficile à mettre en œuvre. De votre point de vue, comment ça s'est passé pour le projet GM Café? Alors, au départ, il faut savoir que nous, on est ouvert, on y allait 2 fois par semaine. Bon, depuis le Covid, forcément, on n'y va plus, mais 2 fois par semaine, les résidents géraient la cafétéria avec un professionnel d'Elma en général. Alors au départ, c'est assez compliqué parce que le secteur, les soignants ne comprenaient pas forcément pourquoi il est important de solliciter les patients pour qu'ils puissent descendre à la cafétéria et qu'ils puissent en fait se saisir de ce lieu-là. Ça a été au départ assez compliqué. Mais le fait qui est la création de ce COPIL, ça a permis qu'on puisse échanger autour de ces difficultés-là. Que d'un côté, la psychiatrie, le secteur puisse nous remonter, eux, leurs appréhensions,
leurs difficultés même au sein des services, parce qu'il y avait des réelles difficultés, comment faire descendre des patients au sein de la cafétéria alors qu'ils n'étaient pas assez professionnels, etc. Et comment en fait réussir à travailler tous ensemble sans pour autant il y ait des trop gros freins, parce qu'il y avait quand même des freins au départ. Des exemples, on voyait qu'il y avait un secteur où les patients ne descendaient pas forcément. Alors que nous, dans nos questionnaires, on sentait bien que les patients voulaient descendre. Mais il y avait quand même un frein au niveau de l'équipe. Et il a fallu à un moment qu'on puisse se déplacer dans chaque secteur avec la directrice du pôle psychiatrie et gériatrie, Madame Benarski. Il a fallu qu'on se déplace dans les secteurs pour expliquer pourquoi on a créé ce GM Café et quelle est l'importance en fait qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc c'était vraiment un coportage. Exactement. Sinon, je pense que ça aurait été trop compliqué. Surtout que là, Arkham intervient dans l'enceinte d'un hôpital psychiatrique, hein, donc c'est pas évident. On ne pouvait pas être tout seul à porter ce projet-là. Il fallait réellement, et c'est ce qui a fonctionné, c'est qu'on a tous travaillé ensemble. Je vois. Vous êtes accompagné d'Olivier aujourd'hui. C'est ça. Je vais mettre l'ordinateur du coup devant lui parce qu'on n'était pas encore installé avec les ordi. Pas de souci. Hop. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, je suis résident à la maison d'Elba et je participe. Très bien. Alors, j'ai quelques questions, du coup. Je voulais vous demander tout simplement quel était votre rôle au sein de la cafétéria. Alors, au sein de la cafétéria, je prépare les cafés pour les clients du Grand Ménil, pour tous les secteurs, que ce soit Orsay, Palaiseau ou Massy. Je participe également au COPIL. Le COPIL, c'est le comité de pilotage, qui est une instance dans laquelle on échange sur l'organisation de la cafétéria, les événements à venir, les difficultés rencontrées. D'accord. Et quel est le public de la cafétéria lorsque vous servez les cafés, finalement, qui sont vos clients? Ah ben oui, c'est les clients, c'est des gens comme tout le monde, quoi. Toute la population, je veux dire tous les patients, les soignants, les résidents également, les bénévoles, tous les acteurs. Les familles aussi. Bénévoles. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cette cafétéria a pu peut-être vous apporter personnellement? Vous êtes investi dans sa mise en place. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça m'apporte une satisfaction un peu personnelle de rendre service aux usagers. Et puis, je me sens utile à quelque chose, quoi. Et vous voyez des changements dans des effets de la cafétéria sur les résidents, Est-ce que c'est une activité qui est populaire? C'est quelque chose qui plaît beaucoup, oui. D'ailleurs, les patients nous demandent quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir, etc. Les résidents aussi, oui. J'imagine. Sinon, Oui, continuez Olivier. Les usagers ont l'air très contents de cette cafétéria, parce que dans la cafétéria, les patients et les soignants, c'est tous des clients, quoi. Patients ou soignants. Tout le monde est client de la cafétéria, quoi. Tout le monde, voilà. Si je vous comprends, ça veut dire que, ce que vous dites, c'est que finalement tout le monde est au même niveau, qu'il n'y a pas. Oui. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas les soignants d'un côté et puis les patients de l'autre. C'est bon. En plus, ça va être réaménagé. Il va y avoir des travaux pour que ce soit encore plus agréable pour les gens, pour les patients, pour les familles des poissons aussi, parce que c'est important, les familles. Ouais. Voilà, les familles peuvent aller à la cafétéria avec leurs proches, les patients peuvent aller avec leurs proches, etc. Voilà, penser à un petit moment, convivial. Convivial, effectivement.
Vous pensez que ça peut contribuer à changer le regard sur l'hôpital? Vous parlez de convivialité, le fait d'avoir cet espace-là, qui est un peu une parenthèse de convivialité au sein de l'hôpital. À l'hospitalisation, oui, parce que c'est pas facile l'hospitalisation. Alors qu'il y ait un lieu comme ça où on puisse passer un petit moment tranquille autour d'un café, voilà quoi. Très bien. Alors, juste peut-être pour compléter, j'avais une question donc, pour Sonia Ben Slimane. Vous aviez commencé à parler de l'acculturation qui était nécessaire des professionnels, notamment du soin, à ce type de dispositif. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Vous aurez éventuellement des exemples, peut-être des freins que vous avez dû dépasser éventuellement? Alors au niveau des freins, ce qui était au départ compliqué, c'est qu'il faut savoir pourquoi aussi, et ça je l'ai pas évoqué, c'est pourquoi aussi Arcam a accepté de gérer cette cafétéria. C'est que les résidents qui vivent à la maison d'Edma sont tous de ce secteur-là, et pour nous c'était aussi important qu'ils puissent avoir une autre image de l'hôpital, parce que quand on travaille en partenariat, à des moments ils ont besoin aussi de retourner vers le soin et c'était assez compliqué d'accompagner le résident à ce qu'il accepte d'être soigné au sein de l'hôpital. Et donc au départ, c'est pour ça qu'on a aussi accepté ce projet-là. Et l'idée était qu'aussi les patients puissent à un moment venir participer à cette activité. Et qu'au départ, ils sont clients et pourquoi pas travailler avec le secteur pour qu'au fur et à mesure, ils deviennent bénévoles et puissent servir les cafés, s'occuper des stocks. Voilà, l'idée, c'était celle-ci. Et au départ, les soignants, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas été à l'initiative ou en tous les cas, dès le départ dans le projet, comprenaient pas forcément pourquoi finalement on encourageait absolument à ce que les patients descendent, faire une activité, prennent le café là alors qu'ils pourraient aller en ville, et pourquoi autant d'énergie autour et voilà. Et puis la place de chacun aussi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous on parlait pas de soignants et moi quand j'y vais, je suis pas directrice de la maison d'Edma. Quand je vais à la cafétéria, je suis pareil que tout le monde. Et d'ailleurs, c'est Olivier qui m'explique comment faire un café. Et pour montrer que l'idée, c'était un peu déplacer les rôles de chacun et de sortir de ce fonctionnement de celui qui sait et celui qui doit en permanence écouter ou être celui qui reçoit les infos. L'idée, c'était voilà, comment faire en sorte que on puisse un peu casser ces barrières-là, en fait. C'est voilà. Casser les barrières, c'est vraiment du coup, la thématique de cette pratique-là, l'idée du décloisonnement, et c'est vraiment intéressant à mettre en œuvre. On peut donc, comme disait Nicolas, la retrouver en détail sur notre site internet et n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés par ce type d'initiative, à contacter la maison d'Edma pour échanger sur leur approche, leur méthodologie et ça va sans doute vous inspirer. Je reviens vers vous pour une question plutôt transversale, mais en attendant, je vais passer au second binôme qui nous accompagne sur ce temps, de rien. Frédéric Zimmer et Elisabeth Damiani, du dispositif AlphaPsy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Elisabeth, il va falloir sans doute désactiver votre micro. Je disais donc bonjour. Ah, bonjour. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler du dispositif AlphaPsy et la pratique de l'intégration de la paire aidance dans les pratiques à travers l'exemple que sont les formateurs pairs. Je vais me tourner vers vous en premier, Madame Zimmer, pour savoir finalement est-ce que vous pourriez nous présenter AlphaPsy. Qu'est-ce qu'AlphaPsy ? Alors, je vais vous présenter AlphaPsy. Le premier exemple pour moi du travail en réseau et qui est très vrai aujourd'hui. Je remercie Elisabeth d'avoir un peu au pied levé préparé son intervention, puisque
Cécile Picoro, qui devait être présente avec moi aujourd'hui et qui malheureusement n'était pas en capacité d'assurer la prestation. C'est ça aussi, travailler en réseau. Alphapsi s'appuie depuis 2016 sur une équipe de formateurs pairs qui a été formée avec le soutien du laboratoire de recherche de sciences sociales humaines et de santé mentale du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, avec le concours d'Emmanuel Jouet. C'est grâce à cette collaboration que nous avons pu donc mettre en place une formation de formateurs pairs, former une première quinzaine de personnes à ce métier qui est complètement nouveau. Aujourd'hui, on s'appuie donc sur une équipe de 10 personnes qui travaillent en réseau et qui s'articulent avec une dizaine de formateurs qui sont des professionnels des thématiques sur lesquelles ils interviennent. Je pense que c'est vraiment la particularité de notre organisme de formation, c'est au-delà de la connaissance théorique, de la connaissance pratique, de faire valoir du savoir de l'expérience et des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale et des professionnels qui interviennent sur site. Donc aujourd'hui, Alphapsi anime des formations sur une dizaine de modules thématiques différents, 3 parcours de formation, puisqu'en réalité, pour rebondir sur ce que disait Madame Ben Slimane, c'est très long d'appréhender des modifications de rapport dans les personnes qu'on accompagne, avec lesquelles on travaille finalement. Je crois qu'Elisabeth pourra bien vous expliquer comment elle perçoit, elle, ce travail de collaboration. Donc, on a également des parcours longs pour que les personnes que nous formons puissent prendre le temps de s'approprier des nouvelles postures, des nouvelles manières de travailler. Donc voilà, Alphapsi forme en moyenne 450 personnes par an. D'accord. Tout profil de professionnel. Tout profil de professionnel. Notre credo, quand on peut faire de l'inter-établissement, c'est effectivement aussi que se rencontrent des professionnels qui n'ont pas les mêmes fonctions, qui n'occupent pas les mêmes emplois, pour qu'ils puissent aussi appréhender la manière dont d'autres professionnels, d'autres institutions fonctionnent à leur poste, puisque finalement, ce qui fait fonctionner une institution, c'est l'ensemble des individus, quelle que soit leur place dans l'institution. Les institutions fonctionnent parce qu'on accompagne des personnes qui jouent le jeu de nos règles, et les équipes fonctionnent parce qu'elles travaillent en interaction avec des personnes accompagnées. D'accord. Et sur le thème de la paire aidance et des formateurs, formatrices paires, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler de la démarche et de sa plus-value par rapport aux formations traditionnelles? Alors, la plus-value première, je crois, en tout cas qu'on a observé assez vite, c'était la valorisation de l'ensemble des intervenants. C'est-à-dire que les formateurs pairs ont pu dire, et Elisabeth leur dira mieux que moi, mais ce que ça leur apportait sur le plan individuel, mais aussi sur le plan professionnel, d'avoir une reconnaissance. Aujourd'hui, on a une équipe donc, qui construit de la formation en articulation, donc en binôme avec des professionnels. Les formateurs pairs sont rémunérés pour leur activité de formateur pair. Donc, il y a une première reconnaissance à ce titre. Une deuxième reconnaissance, c'est effectivement une compréhension de ce que nous apportons sur le plan pédagogique. C'est-à-dire que l'apport théorique, bien évidemment, il est intéressant. Il y a toujours des choses extrêmement bonnes à prendre, mais l'articulation entre nos savoirs permet une appréhension un peu différente. Et finalement, ce n'est pas celui qui sait, ce sont plusieurs personnes qui savent à des places qui sont différentes. Et c'est la construction de l'ensemble de ces savoirs partagés qui permet aussi pour nos stagiaires d'avoir une meilleure compréhension des thématiques abordées. Ça rend plus vivant, si vous voulez. Ouais. Et puis, le fait qu'ils soient présents permet également qu'il y ait de l'interaction. Si on a des stagiaires sur une thématique qui s'interrogent sur « mais qu'est-ce qui peut se passer pour un individu quand on est dans une situation de conflit ou de tension, par exemple ?» Le fait de pouvoir aborder directement cette question avec un formateur pair permet aussi d'avoir des éléments de réponse, finalement, sur la façon dont une personne, quand elle est usagère d'une institution, peut vivre les choses de sa place. D'accord. Et du coup, quels effets vous avez observés sur la posture du formateur? J'imagine que ça demande des ajustements, et également sur les participants, évidemment. Ce que ça apporte en tant que formateur professionnel, c'est une forme de caution. Il faut que je fasse attention, ça peut revenir vite, mais de ne pas parler au nom d'eux, oui. Mais de parler avec, c'est une petite subtilité, mais ça fait une vraie différence. On a une caution réciproque.
lorsqu'on co-anime une formation, on sait qu'on peut se reposer l'un sur l'autre. Il y a une confiance qui permet et qui se transmet au groupe pour lequel on délivre une formation. Ça me paraît être un élément extrêmement important. Par ailleurs, c'est un élément de preuve. Ce qui a conduit cette action pour l'œuvre Falleret, qui est à l'origine de la création de cet organisme, ce centre de formation Alpha-Psy, c'était aussi d'ancrer des pratiques d'accompagnement dans le champ du rétablissement en santé mentale et de permettre à des personnes, finalement, de reprendre un peu de pouvoir sur leur vie. Le fait que nous puissions aujourd'hui nous appuyer sur les compétences, les savoirs de l'expérience de l'ensemble de cette équipe de formateurs pairs, c'est aussi faire la preuve du fait que ce sont des personnes qui ont surmonté un certain nombre de difficultés, se sont formées, aujourd'hui peuvent faire valoir une expérience professionnelle, alors même qu'elles pourraient être dans un autre contexte considérées comme des personnes en situation précaire, en situation de fragilité ou en situation de handicap. Voilà. Ça contribue de fait à une lutte contre des représentations un peu négatives et ça favorise aussi le fait que les personnes puissent être appréhendées dans l'ensemble de leurs dimensions et a fortiori dans cette dimension qui est une dimension et de savoir et de volonté de partage, parce que c'est très très important d'avoir envie de pouvoir partager ça avec des professionnels en espérant que ça les aide au quotidien dans leur activité professionnelle. Justement, vous parliez de surmonter les représentations. Et là, je vais me tourner vers Elisabeth pour lui demander comment est-ce que vous avez appréhendé votre rôle de formatrice pair et quels sont les freins éventuellement que vous avez pu rencontrer. Alors, comment j'ai appréhendé mon rôle de formatrice pair? En fait, j'étais accompagnée par l'œuvre Falleret depuis plusieurs années déjà. Et au fil de mon accompagnement, j'avais rencontré des difficultés avec l'un des professionnels, peu importe, mais des difficultés qui ont nécessité que j'en parle. Et j'ai pu en parler à la direction générale de l'époque, époque à laquelle j'étais en recherche de réinsertion socio-professionnelle. Mes troubles psy étant stabilisés et ma maladie de l'alcool guérie, puisque ça fait 23 ans maintenant que je n'ai plus touché une goutte d'alcool. J'étais donc dans cette recherche de réinsertion socio-professionnelle de façon assez forte, avec une demande, une recherche, une activité importante de ce côté-là. Et la personne à qui je me suis adressée pour parler de mes difficultés me dit « Mais attendez, vous avez été juriste, nous on est en train de monter un projet, ça s'appelle Alpha-Psy, vous ne voudriez pas nous aider à monter le dossier de financement ?» Ah, je dis, ben pourquoi pas. Et est-ce que vous accepteriez de rencontrer Frédéric Zimmer pour éventuellement de suivre une formation avec nous? Alors, je ne connaissais pas encore Frédéric, mais si je l'avais connu, j'aurais dit 2 fois oui. Là, j'ai dit 1 fois oui. Et autour d'une pause cigarette, le projet s'est mis en place. J'ai reçu une formation de 6 mois avec la première promotion de ceux qui allaient devenir les formateurs pairs. Le nom, nous le sommes donnés au fil de la formation. Et puis, à l'issue de cette formation, il y avait d'autres formateurs pairs à former et on m'a demandé de devenir formatrice de formateurs. D'accord. Et ce sont les stagiaires qui m'ont donné mon statut de formateur pair. Alors, comment? Tout simplement en me posant des questions, en me téléphonant parce qu'ils n'avaient pas compris un truc, en me téléphonant pour me dire « mais la prochaine formation, c'est bien tel jour à tel endroit ». Je devenais un petit peu une référente. Alors, je ne le dis pas pour me faire mousser, mais pour bien faire comprendre que c'est par les autres que je suis devenue formatrice pair. Et aujourd'hui, j'exerce ce métier avec beaucoup de joie. Alors, des freins, il y en a eu, bien sûr, vous les évoquiez tout à l'heure, Aboubakri. Le premier frein, Frédéric disait, nous sommes rémunérés, effectivement. Il a fallu nous trouver un statut.
Notre activité est à temps très partiel. J'évalue la mienne à peu près à l'équivalent d'un tiers-temps. Je ne peux pas vivre avec un tiers-temps. Donc, il faut que je garde mon allocation adulte handicapé, pour l'instant du moins. Le temps que tout ça se mette en place, la CAF m'a coupé les vivres, ce qui fait que ni mon chat ni moi n'avions plus, lui plus de croquettes et moi plus de pâtes dans le frigidaire. Donc c'était devenu compliqué. C'est là que le premier réseau est intervenu, puisque c'est ma famille qui a rempli le frigo et les croquettes du chat. Et petit à petit, de négociation en négociation, de mail en coup de fil, jusqu'à me déplacer, et Frédéric s'est déplacé aussi auprès de la CAF, on a trouvé un système qui est satisfaisant. Nous sommes entrepreneurs salariés auprès d'une coopérative d'activité et d'emploi qui nous salarie sur l'année, en fait. D'accord. Voilà. Je pense que ça intéressera beaucoup de porteurs de projets qui s'interrogent sur la question de la rétribution des usagers qu'ils mobilisent. Et je sais que beaucoup de dispositifs se sont interrogés sur ces questions-là, notamment la question du statut légal. Bien sûr. Et ben voilà, votre exemple, je pense que ça pourra les inspirer. On nous pose d'ailleurs une question à ce sujet. Tout à fait. On nous pose une question et on nous demande si Olivier est rémunéré. Ah, pour la question. Non, je suis bénévole. Non, oui, je suis bénévole. En fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est que les personnes qui vivent en foyer de vie ne peuvent pas, si elles veulent rester en foyer de vie, elles ne peuvent pas travailler. Donc ça, pour nous, c'est vrai que c'est une grosse difficulté. Donc là, aujourd'hui, par exemple, Olivier est bénévole, mais c'est intéressant d'entendre Elisabeth parce qu'on est en train de réfléchir comment faire tout en pouvant garder pour Olivier le statut de résident dans un foyer de vie, comment faire pour qu'il soit rémunéré du travail fourni, en fait. Donc là, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et on essaye de chercher des réponses. On a une illustration, donc, effectivement, sur le besoin d'outils et de réponses sur cette question de la rétribution des usagers ou des bénévoles mobilisés. Il y a une autre question. Oui, Frédéric ? Du coup, je me permets de rebondir parce que je pense que c'est important aussi sur le thème de ce travail en réseau. Dans le groupe de formateurs Paris, il y avait une personne qui vivait en foyer de vie et qui, par conséquent, n'avait pas non plus l'autorisation de travailler. C'est bien parce qu'il y a eu une intervention auprès de la MDPH avec, en articulation, son médecin psychiatre référent, l'équipe du foyer de vie et Alphapsy potentiellement en tant qu'éventuel employeur, qu'on a pu aussi faire bouger les choses sur des situations qui ont pu amener des études de dossiers spécifiques par les MDPH pour donner des autorisations, vous voyez, sachant qu'effectivement, on n'est pas sur une forme de travail très classique, comme le dit Elisabeth, travailler de manière ponctuelle pour animer. Alors, je ne sais pas ce que ça représente dans le temps de vie d'Olivier, mais voilà, comment on peut permettre à des gens de percevoir une rémunération pour le travail qu'ils mènent sans remettre en question totalement leur statut, puisqu'au bout du compte, peut-être que certains, à un moment donné, n'auront plus besoin de ce statut, mais peut-être que pour d'autres, il faudra systématiquement naviguer entre les deux. Et là, on parle de systèmes de rémunération qui, encore une fois, permettent d'améliorer un peu le quotidien, mais qui ne peuvent en aucun cas se substituer à ce que représente une allocation. Alors, il y a une autre question, tant qu'on est sur le chat, je pense qu'elle s'adressait à Elisabeth. Alors, je vais réunir les deux en une, mais vous avez répondu à une partie de la question. Alors, il y avait une question sur est-ce que les formateurs pairs sont des patients stabilisés, mais vous avez répondu du coup à cette question dans votre première prise de parole. Et d'où tirent-ils leur légitimité? Alors, d'où est-ce qu'on tire notre légitimité? Déjà, de façon très classique, nous recevons une formation. Nous sommes formés pour exercer ce nouveau métier. Et je crois que notre légitimité, nous la tirons de notre expérience, qui devient un réel savoir, au même titre que le savoir clinique de Frédéric, par exemple, puisque nous travaillons souvent en binôme toutes les deux. Je
je tire ma légitimité du fait que je peux regarder mon histoire comme un objet posé sur la table et on regarde l'histoire ensemble. Cet objet, quand je le dépose sur la table, il ne m'appartient plus seulement à moi, il devient un objet d'étude. Et à partir de l'étude qu'on va faire de cette histoire, ensemble, Frédéric parlait d'interaction, on tient beaucoup à ce qu'il y ait de l'interaction dans nos formations. Donc, on étudie cette histoire ensemble. Moi, je vais la raconter, mais je la livre au questionnement des stagiaires. Et Frédéric peut intervenir si j'ai oublié tel ou tel aspect important. Donc, c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que la légitimité que j'ai, je ne la tire pas que de moi-même, je la tire des autres. Merci. Du coup, je rebondis sur... vous parliez des stagiaires, justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que selon vous, la confrontation des stagiaires à une personne concernée et experte de son trouble, comme vous dites, qu'est-ce que ça leur apporte, du coup, dans la formation? Eh ben, ça leur apporte ce qui leur manque dans leur formation théorique, c'est-à-dire que ça leur apporte le terrain. Ils ne peuvent plus faire comme s'ils ne savaient pas. Et ils sont... Nous, on essaye de les faire bouger un petit peu. Et il y a une phrase que j'emploie quasiment systématiquement. On ne travaille pas pour les personnes, on travaille avec les personnes. Et ce n'est pas juste un changement de vocabulaire, c'est réellement un changement de posture. Et on essaye de les faire bouger dans ce sens-là. Et je crois que l'intervention d'un formateur pair y contribue grandement. Alors, vous m'offrez ma transition du coup sur la question suivante qui porte sur la question des représentations des troubles psychiques et pensez-vous que par votre expérience, par le savoir expérientiel et votre expertise, est-ce que vous pensez pouvoir faire bouger les lignes de ce point de vue au niveau des représentations Si je ne le pensais pas, j'arrêterais mon métier tout de suite. Mais je ne le fais pas seul, c'est un travail d'équipe. C'est la co-construction, c'est un mot important, c'est la co-construction du savoir clinique et du savoir expérientiel qui va permettre de faire bouger des lignes. Alors moi, si je peux me permettre, pour illustrer justement le propos de Frédéric Zimmer et d'Elisabeth Damiani, en tant qu'animatrice d'équipe d'une maison d'accueil spécialisée et puis de groupes d'entraide mutuelle, certains des professionnels ont eu la chance, le privilège d'avoir justement de participer aux formations Alpha Psy qui étaient co-animées avec Frédéric et Elisabeth. Et chaque fois qu'un salarié, un professionnel a participé à ces formations, il ressort transformé. Et son pouvoir de s'interroger sur sa pratique, sa posture professionnelle évolue. Et ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'on voit rapidement un décalage avec les autres professionnels qui n'ont pas fait cette formation. Donc, on voit l'effet immédiat et puis le positionnement, la réflexion pour les professionnels qui se décalent aussi d'une posture beaucoup plus formaliste. Si c'est possible, j'aimerais bien revenir sur cette question de la stabilisation parce que je crois qu'elle est essentielle. J'espère que dans ce qu'on arrive à faire passer aussi, la stabilisation ne doit pas être, en tout cas dans nos environnements, à nous clairement de la formation, ce n'est pas un objectif en soi. On parle de rétablissement parce que l'idée n'est pas de trouver une stabilité sur les troubles. Les troubles, ils peuvent s'exprimer à certains moments. Il faut juste qu'ils ne soient pas trop invalidants pour que la personne ne puisse pas faire face. Les troubles, si vous voulez, cette histoire de stabilisation, elle est assez aléatoire. On a une situation stabilisée et tout d'un coup, elle ne l'est plus. On vit une période très singulière. Quelqu'un pouvait se sentir très bien jusqu'à encore la semaine dernière et tout d'un coup, il n'est plus bien. La question, c'est comment on fait avec ça et comment on maintient, nous, quelque chose d'une activité, quoi qu'il advienne. Donc, c'est important sur cette histoire aussi parce que quand moi j'ai rencontré ces personnes qui allaient devenir formateurs pairs, je n'ai pas recherché des personnes qui étaient stabilisées de leurs troubles. Ce n'était pas ça l'objet. Aujourd'hui, dans l'équipe de formateurs pairs,
il arrive qu'il y ait des gens qui connaissent des périodes d'hospitalisation, sont des périodes de suspension d'activité. Ça ne remet aucunement en cause leur activité, c'est-à-dire que leurs compétences, elles sont existantes. Elles ne peuvent pas s'exprimer à un moment T. Elles seront réalimentées de cette nouvelle expérience à un moment T+. Et notre articulation repose sur cette confiance-là. Et effectivement, de la caution de « il y a de la compétence ». Et la compétence d'Elisabeth, je ne l'ai pas. Et la compétence de Frédéric, je ne l'ai pas. Voilà. Alors, je réagis à une... Alors, des participants qui vous félicitent notamment pour votre parcours, Elisabeth, et qui estiment que vous êtes tout à fait légitime pour vous exprimer. Il y a une question sur le... Alors, vous en avez parlé un peu dans votre exposé, sur le rapport entre père aidant et formateur-père. Alors, je vous écoutais tout à l'heure, vous disiez que vous étiez passé du coup de personnes formées à formatrices. Donc, est-ce qu'il y a une émulation, une père-émulation qui peut se mettre en place vis-à-vis entre formateurs? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Quand j'ai investi cette fonction de formatrice de formateur-père, je me suis dit, j'en ai vraiment partagé le souci avec Frédéric, avec qui je travaillais là encore en binôme, j'ai eu le souci de former des équipes. Pas juste des formateurs pairs isolés ou juxtaposés, mais des équipes qui se soutiennent. Aujourd'hui, je remplace Cécile parce qu'elle n'était pas en capacité de venir. Ben, ça fait partie du travail d'équipe. On s'engage à pouvoir effectivement donner un coup de main au pied levé quand la situation l'exige. En fonction de nos possibilités, on ne nous demande jamais l'impossible. Mais dans l'équipe, il y en a toujours au moins un qui peut. Parce qu'on fait équipe et parce qu'on fait corps. Dans cette situation difficile qui est celle du confinement, Frédéric nous propose des rencontres par Skype pour qu'on puisse continuer à se voir, à échanger, à bâtir des choses ensemble malgré la situation et à continuer en équipe. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Il y a une des distinctions qui réside, la paire aidance, c'est l'entraide entre pairs. Et les formateurs pairs forment des professionnels, d'autres pairs. Mais... En fait, la paire aidance, c'est fait entre nous. Dans effectivement, pris dans ce sens, effectivement, vous avez raison. Du coup, j'ai envie de vous poser je vais vous poser une question parce que vous avez été en quelque sorte labellisé par le CAPSI pratique inspirante. Je m'adresse à nos deux binômes. Voilà, tout simplement pour vous demander tout simplement quels conseils vous auriez pour des professionnels qui aimeraient s'inspirer de votre expérience pour mettre en place ou expérimenter des choses qui seraient à peu près du même ordre. Est-ce que ça vous inspire, Frédéric, par exemple? Alphapsi a eu beaucoup de chance d'être porté par le président de l'œuvre Falleret, qui croit très, très fortement et dans le rétablissement en santé mentale et dans le fait qu'il est indispensable pour des personnes qui vivraient avec des troubles psy d'avoir accès à des réinsertions socio-professionnelles. C'est un axe pour lequel il bataille. Je pense que le fait d'avoir des appuis au niveau de son réseau est indispensable pour pouvoir s'engager dans des projets tels que celui-ci. L'autre chose, c'est d'y croire et d'oser, c'est-à-dire que finalement, d'aucuns auraient pu penser lorsqu'on a démarré, et nous-mêmes, on avait une conviction assez forte. Le soutien du labo de recherche a été aussi extrêmement précieux pour nous. C'est aussi ce travail d'articulation avec d'autres qui nous rend légitimes. C'est parce qu'on a une forme de reconnaissance des autres sur ce que nous faisons. Donc voilà, il faut oser, il faut regarder autour de soi, il faut s'associer avec d'autres pour être plus fort dans sa manière d'appréhender un nouveau projet. Et du côté de nos amis de la maison d'Edmar, est-ce que ça a pu susciter d'autres initiatives? Quels conseils également vous auriez éventuellement? Ça fonctionne. Je rejoins Madame Zimmer. C'est vrai que
ce qui est important, c'est d'être soutenu par l'association de manière générale. On ne peut pas en fait créer un projet quel qu'il soit seul. Et sans réseau, sans partenaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Néanmoins, c'est important, à partir du moment où on croit au projet, de contourner un petit peu les lignes. Forcément, on va avoir des gens avec des freins, des personnes qui vont venir re-questionner ces projets-là. Pourquoi un foyer va gérer, pour nous, une cafétéria dans un hôpital psychiatrique, mais limite chacun sa place. Et en fait, le fait d'être dans des projets comme celui-ci, ça permet réellement, mais avec des actes comme on pouvait le dire tout à l'heure, de casser des barrières, mais aussi d'avoir un autre regard sur des personnes touchées par une maladie mentale et qu'il n'y a pas de personnes... en fait, on s'apporte les uns et les autres, et pour mieux accompagner des personnes, même dans un foyer, pour mieux les accompagner au quotidien, c'est aussi de leur laisser une place autre que celle d'une personne résidente, en fait. C'est vraiment de leur laisser une réelle place. Et la place, elle n'est pas simplement d'écoute, mais dans des actions très précises. Et les projets comme pour nous, Arkham, ça a été aussi de se dire, voilà, le résident, il peut avoir une autre place, et qu'à ce moment-là, on s'apporte les uns et les autres, et ça a aussi des répercussions au sein du foyer, c'est-à-dire que nous, par exemple, on a une des activités, on a une résidente qui parle super bien l'anglais. Bon, on ne va pas animer, les éducs ne vont pas animer une activité anglais parce qu'ils ne maîtrisent pas comme elle, et du coup, c'est elle qui l'anime. Mais ça permet vraiment de déplacer un petit peu, malgré tout, le rôle de chacun et de faire en sorte qu'on laisse des places réelles au-delà de ce qui peut être noté dans des lois, c'est que ça soit plus des actions, en fait, qui montrent ça. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord avec ce que dit Sonia. Très bien. Je crois qu'on arrive à la fin. Carmen, est-ce que peut-être tu voulais... Je crois que vraiment c'était intéressant parce que ça donne des éléments très concrets. Excuse-moi de t'interrompre, Carmen, je crois qu'on a un petit souci de micro. On a un écho quand tu t'exprimes. Regarde peut-être sans... Est-ce que ça va mieux là? Malheureusement. Essaye sans casque à l'instant peut-être. Ça a l'air intermittent. Je t'en prie. Vous m'entendez? Oui. Ça va? Vraiment intéressant vos interventions parce que vous avez donné aussi des pistes concrètes et dans ce que vous avez dit, les deux binômes, il y a cet élément important qui est toujours la valorisation des compétences des uns et des autres en fonction de sa place. On a toujours des compétences, après il faut les remettre en lumière, il faut des fois aller les chercher un peu loin et puis quelquefois elles émergent rapidement et elles sont évidentes. Mais de pouvoir vraiment avoir un axe de travail en réseau pour partir sur du positif, sur du concret et avancer et évaluer et auto-évaluer toute la démarche au fil du temps, ça permet vraiment de changer le regard aussi sur justement la question dont tu parlais, Frédéric, qui est de la stabilisation, qui est vraiment quand même une des grandes questions des troubles psychiques. Il y a encore pas mal de résistance par rapport à ça. Et je trouve qu'avec vos deux actions très concrètes, vous changez vraiment cette dynamique et vous remettez en question toute une dimension qui est quand même encore très résistante de la part des professionnels, mais aussi quelquefois de l'entourage et puis de la société dans son état général. Je pense qu'il faut qu'on passe... On va peut-être terminer avec cette table ronde. Et puis, c'est vrai qu'Aboubakri, tu nous as vraiment présenté aussi, à travers justement la création des outils que tu as menés de l'Observatoire, ça nous amène vraiment à pouvoir se dire qu'au sein du CEAPSI, il y a la possibilité de partager vraiment ces pratiques, de les mettre en valeur, et tout est disponible. Donc, il y a aussi cette dimension déjà de réseau évident. Donc, saisissez-vous tous de cet outil du CEAPSI pour peut-être réfléchir à des changements, des créations de projets. Puis vous pouvez aussi nous téléphoner, vous pouvez appeler Aboubakri
le contacter. Il sera ravi, en tout cas, d'accompagner cette dimension de réflexion et de concrétisation. D'ailleurs, je tiens à remercier tous nos intervenants et au-delà, l'ensemble des professionnels qui se sont pliés à l'exercice, qui ont accepté de déconstruire un peu leurs pratiques, de partager un peu leur méthodologie. Et vraiment, j'invite les gens qui nous regardent à vraiment, si vous êtes inspiré par ces pratiques, n'hésitez pas à les contacter. Il y a le contact à chaque fois qui est mis sur chacune des fiches pratiques. C'est vraiment pour créer du lien et s'en inspirer ne serait-ce qu'un peu, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'inspirer de ce qui peut être fait sur d'autres territoires, sur d'autres types de dispositifs qui ont déjà eu à être confrontés à des enjeux que vous rencontrez peut-être dans le cadre de votre activité. Je passe la parole à Nicolas pour la prochaine séquence. Ok, alors donc je rappelle à vos spectateurs qu'ils ne nous voient pas, qu'ils ne me voient pas, mais je sais qu'ils m'entendent. Donc merci beaucoup à Aboubakri, merci Sonia Ben-Slimane, merci Olivier, merci Frédéric Zimmer, merci Elisabeth Damiani pour cette table ronde très concrète, très passionnante sur vos expériences. À propos de la médiation, disons, en santé mentale, je vous signale que dans la dernière newsletter du CAPSI, qui s'appelle Les Bons Clics, on a un dossier sur les médiateurs santé-pairs. Alors, je signale ce dossier parce qu'on a des questions écrites sur ces fonctions de père aidance. Donc, dans ce dossier des Bons Clics, on explore la fonction spécifique des médiateurs santé-pairs, mais ça permet d'éclairer l'ensemble des questions liées. Vous pouvez trouver le lien pour aller voir les bons clics sur notre site internet, capsi-idf.org, rubrique le CAPSI, rubrique les bons clics. Vous verrez les bons clics numéro 2, automne 2020. Voilà. Vous pourrez aussi vous inscrire si vous souhaitez recevoir cette newsletter.